Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'optimisation du maillage dans Axis VM. Je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue Monsieur Peter Walker qui répondra à vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions de l'application dans l'icône GoToWebinar. Aujourd'hui, je vais vous montrer les trucs et astuces pour générer un bon maillage et aussi les effets que ça a sur les résultats. Voici le modèle que je vais utiliser aujourd'hui durant ce webinaire. Dans le registre maillage, j'ai la possibilité ici de définir un maillage. Je vais sélectionner mes deux domaines. Et là, je dois choisir un type de maillage. Dans 99% des cas, je vais toujours utiliser un maillage triangulaire. Je valide. Et juste dans certains cas, donc pour la plupart des éléments, la plupart des domaines, dans la plupart des cas, on utilise un maillage triangulaire. C'est juste les cas spéciaux, c'est pour les plaques fines, par exemple les plaques en acier. Là, je vais aller utiliser un maillage rectangulaire. Juste comme commentaire, le maillage rectangulaire est un peu plus difficile à adapter. Il y a plus de distorsion de maillage dans le maillage que dans la forme triangulaire. Dans Axis, j'ai aussi la possibilité d'avoir un maillage combiné, triangulaire, rectangulaire. Mais là aussi, je vous conseille de rester avec le maillage triangulaire pour vos projets habituels. Ici aussi dans maillage, maintenant dans l'appui la X4, j'ai une fonction qui me permet d'effacer automatiquement tout le maillage et aussi le maillage des éléments, des parties que je vois pas. Donc par exemple, si je suis juste à un étage et je veux faire des modifications dans la géométrie, je dois bien sûr effacer le maillage pour éviter des accidents. Mais je peux aussi ici avec la fonction effacer tout le maillage est effacé dans toutes les parties, même les parties qui ne sont pas visibles. C'est pratique. Je vais ici sur la petite croix. Ici, je pourrais encore effacer le maillage d'éléments linéaires, ce que je n'ai pas ici, donc je n'ai pas besoin de l'effacer. Et ici, juste pour les éléments surfaciques, donc ça reviendrait au même dans ce cas-là. J'efface tout le maillage. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble un maillage fait avec différentes tailles de maillage. D'abord, je vais créer un maillage de 0,5 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Axis, 0,5 mètres, c'est vraiment très petit. Les mailles triangulaires sont des très bonnes mailles. Ce sont des mailles qui ont, ici dans la maille, il y a 3 points de maillage. Et ça, donc la fonction est quadratique. La fonction pour la résolution et l'interpolation des équations différentielles est quadratique. Ce qui veut dire, que c'était un bon maillage. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de raffiner, de faire des très petites mailles pour avoir des bons résultats. Avec les mailles, quand on travaille avec les mailles triangulaires, on peut se permettre d'avoir des plus grandes mailles que quand on travaille avec des mailles rectangulaires. Donc faites attention à ça quand vous travaillez avec d'autres programmes qui ont des mailles rectangulaires. Pensez à ce que dans Axis, on travaille avec des mailles triangulaires et on peut prendre des mailles plus grandes pour avoir des bons résultats. Vous pouvez même faire le test que même en tout ce qui est en dessous, vous allez réduire, si vous avez un bon maillage qui fait 1 mètre, après si vous continuez à réduire le maillage, la taille de maillage, les résultats vont pas améliorer. Donc on va avoir un temps de calcul plus élevé et on va pas avoir de plus-value par rapport aux résultats. Maintenant je vais faire le deuxième à 1,5 avec un maillage triangulaire. Un maillage de 1 mètre. Ici déjà, à l'œil nu, vous voyez des différences entre les différents maillages. Dans ce cas-là, ici déjà le plus grand, le 1,5 qui suffirait pour avoir un maillage régulier. Et vous voyez aussi déjà ici au droit des colonnes, il y a des petites distorsions. J'en reviendrai par la suite, mais ceci est dû à l'option ici adapter maillage, ici ajuster maillage en tête de poteau. Cela permet au niveau des résultats de couper les pointes qui sont dues dues au calcul élément fini. Je vais vous montrer après par la suite
en quoi ça peut être utile et dans quel cas il vaut mieux éviter cette option. J'ai aussi la possibilité de définir deux tailles de maillage différentes pour deux éléments différents, notamment si j'ai besoin de raffiner dans une partie, par exemple celle-là. Je peux très bien ici définir un maillage de 0,5 et dans la grande partie définir un maillage de 2 mètres. Et là, à l'interface, le programme il va essayer d'adapter les mailles de manière à ce que la transition se fasse le plus lisse possible. Alors vous voyez ici au droit de la colonne, il galère un peu, mais globalement il y arrive pas mal. Nous c'est conseillé de toujours commencer quand on fait des tailles de maillage différents, on conseille de commencer d'abord avec le maillage plus fin et après le maillage plus gros. Je vous montre juste la différence. Ici, si je définis d'abord mon maillage plus gros et après mon maillage plus fin, à quoi ça va ressembler. Donc vous voyez, c'est similaire. Vous voyez ici que la transition se fait d'une manière un peu différente. Ici, on a des plus petites mailles encore dans la petite partie parce que ici, il doit d'abord s'adapter, donc il réduit progressivement les mailles. Ici, ça n'a pas d'influence primordiale, mais dans d'autres modèles, dans d'autres cas, ça peut avoir une influence. Du coup, ce qu'on conseille, c'est de toujours faire passer d'abord par le maillage fin et après par le maillage plus grossier. Nos recommandations générales pour générer des maillages, c'est dans les murs, c'est de prendre un maillage entre 1 et 1,5 mètres et dans les dalles, un maillage entre 1,5 et 2 mètres. Vous voyez, c'est rare de passer en dessous d'1 mètre. Ça serait vraiment pour des cas spéciaux, mais pour la plupart des projets, on peut rester entre 1 et 1,5 mètres et on aura des bons résultats si la modélisation est bien faite et si on n'a pas des petits écarts entre les nœuds. Comment est-ce qu'on contrôle qu'un maillage est bien fait? Comment je sais si mon maillage est bon? Alors le premier réflexe à avoir, c'est faire un contrôle visuel. En fait, c'est juste regarder à l'œil nu la visibilité, de visualiser comment est réparti le maillage. Si j'ai plusieurs étages, je vais parcourir chaque étage en allant regarder mon maillage, voir s'il y a des distorsions que je peux déjà tout de suite voir. Alors typiquement, aussi une règle comme ça, une ligne guide que je peux garder, c'est que c'est bien d'avoir 2 mailles entre 2 frontières. Ce qui n'est pas le cas ici, par exemple. Ici, j'ai uniquement une maille entre ce point-là et ce point-là, ce qui donne des résultats moins précis. Dans les deux cas ici, la taille est suffisamment petite pour que j'ai 2 mailles entre les 2 frontières, vous le voyez. Donc ici, je vais encore réduire ma maille pour assurer cette taille de 2 mailles entre 2 frontières du domaine. Ce que vous voyez aussi, ici, c'est à cause de la fonction que je vous ai dit tout à l'heure, affiner le maillage en tête de poteau. Ici, il fait des toutes petites mailles qui sont distordues. Alors ici, il fait des petites mailles et ici, il fait des petits points en plus. On voit déjà à l'œil nu ici que les mailles sont très pointues et donc très distordues, qu'on aura des moins bons résultats, même si effectivement on va voir après dans les résultats que il coupe les pointes de moment et donc il n'y aura pas la pointe due aux éléments finis, mais il y aura quelque chose, un résultat qui est plus proche de la réalité parce qu'il tient en compte la géométrie de ma section. C'est une colonne carrée et du coup ici, il me met des nœuds de maillage au droit de la section. Donc, j'ai envie de dire, dans ce cas spécial ici, cette option ajuster le maillage, elle crée plus de problèmes, entre guillemets, ce qu'elle n'en résout à cause de ces mailles distordues dues à la géométrie de la structure. Bien sûr, si j'avais un autre cas avec une autre structure, peut-être mes mailles seraient moins distordues et cette fonction aurait été plus appropriée. Quels
qu'est-ce qu'on peut faire là? Donc je vous disais, la première chose pour contrôler si j'ai un bon maillage, c'est de faire le contrôle visuel. Et la deuxième chose, c'est de faire le contrôle ici, la vérification du maillage dans le registre maillage. Et en cliquant là-dessus, en fait, il va me montrer le nombre d'éléments de maille que j'ai dans tout le modèle et ils vont me montrer le nombre d'éléments fortement distordus. Et si je valide, en fait, il me les marque en rose. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc c'est ici, hein, au droit des poteaux qui ont été raffinés autour. Ici aussi. Et ici, c'est de nouveau à cause des poteaux qui font qu'il y a une petite maille après. Donc là, typiquement, ici, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un maillage sans la fonction adapter maillage en tête de poteau. Je crée ça. Voilà, donc on voit déjà visuellement qu'il n'y a plus ces petites distorsions, sauf ici. Mais j'ai envie de dire que c'est presque inévitable. Et ici, donc, je refais mon contrôle du maillage. Et ici, dans cette structure-là, vous voyez dans cette partie-là, il reste uniquement cette partie-là. Je viens de voir que j'ai pris une mauvaise taille de maillage. Parce que j'avais exprès réduit tout à l'heure. Je voulais réduire ici pour vous montrer que ici, c'est en fait le bon maillage pour ce modèle-là. Sans ajustement, excusez-moi. Voilà. Voici mon bon maillage. De 1 parce que j'ai 2 mailles entre les frontières. Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'il fallait 2 mailles pour avoir une bonne qualité des résultats. Et deuxièmement parce que j'ai enlevé cette fonction d'ajuster le maillage en tête de poteau. Et du coup j'ai plus ces petites distorsions tout autour. Après, j'ai une autre option aussi quand je fais mon maillage, c'est que j'ai la possibilité de raffiner mon maillage quand j'ai des charges ponctuelles, par exemple. Alors, j'efface ça. Là, j'affiche les charges et je vais ici dans mon cas de charge où il y a des charges ponctuelles. Donc voilà, je vois ici partout, il y a des petits points, il y a des charges ponctuelles qui s'appliquent dessus. Quand je crée mon maillage, ici, j'ai la possibilité de lui dire d'ajuster le maillage sur ses charges, sur les charges ponctuelles. Si je fais ça, il va me créer vraiment, il va mettre un nœud de maillage en chaque point de ma charge, en chaque point de ma charge que j'ai faite. Je peux aussi, par exemple, dire qu'il me fasse ça uniquement pour les plus grandes charges et que là, il ne me fasse pas cet ajustement avec les charges. Donc pour cela, je resélectionne les deux domaines. Et là, je vais dire charge ponctuelle, je vais lui donner en valeur absolue. Je veux qu'il ajuste uniquement le maillage à partir de 20 kN. Ah, il ne me l'a pas fait, je sais pourquoi. C'est parce que ici, quand j'enlève la visibilité des charges, je vois qu'il m'a créé des petits nœuds de géométrie au droit des charges. Donc en fait, c'est parce que dans Axis, toutes les lignes et tous les nœuds sont des points où le maillage va passer, est contraint de passer. Donc tous les lignes de géométrie seront des nœuds et lignes de maillage. Et du coup, ici, il m'a créé des petits points. Ce que je vais faire, parce que vous voyez maintenant, chaque maillage que je vais créer, il va forcément passer par ces points-là. Donc je vais juste ici enlever ça. Et dans géométrie, je vais passer le balai ici et je vais effacer tous ces petits points. Et il m'a effacé tous ces nœuds. Alors, je peux retourner dans maillage, j'affiche mon cas de charge et maintenant, je vais lui dire... non, pas tout. Je vais lui dire de raffiner, d'ajuster le maillage uniquement pour les charges ponctuelles plus grandes que 20. Donc, ça va être uniquement ces deux points-là. Alors, je valide et effectivement, je vois bien que ici, mon maillage, il passe par ces charges. Par contre, pour les autres, il ne s'occupe pas des charges. Ça peut arriver par hasard qu'il soit près d'un point ou tout proche, mais en principe, il ne s'occupe pas des charges. Qu'est-ce qu'il va faire à l'interne? Ici, si j'ai cette petite charge ponctuelle qui est ici la charge ponctuelle qui est exactement sur le nœud de maillage dans le calcul élément fini, cette charge, elle va être considérée comme une charge ponctuelle. Par contre, ici, vu que j'ai une charge
qui est quelque part à l'intérieur de la maille, cette charge, elle va être répartie vers les différents nœuds de maillage et en fait, j'aurai comme une mini charge surfacique équivalente sur ce triangle. J'ai aussi la possibilité, vu que je vous ai dit que dans Axis, pour Axis, tout nœud et ligne de géométrie sera forcément un nœud et une ligne de maillage. Donc en fait, pour des géométries complexes où il n'arrive pas à faire tout seul le maillage, je peux l'aider en introduisant des lignes de géométrie. Alors ici, c'est pas nécessaire, mais je vais vous montrer juste l'idée, comment ça marche. Sous géométrie, je vais sous ligne et je vais l'aider en lui disant, en le forçant le maillage à passer par là. Par exemple. Voilà. Et là, maintenant, si je crée mon maillage, on va dire avec taille de 2. En fait, vous voyez, hein, ces lignes de géométrie sont des lignes qui sont directement incluses dans le maillage. Ce sont des lignes de maillage. Donc, en quelque sorte, je force le maillage vers là. Ce que vous voyez aussi, c'est que ici, le Axis, il va toujours créer un maillage rectangulaire, donc en fait, il ne peut pas vraiment suivre la forme de cette ouverture qui est ronde, parce qu'il reste avec des triangles. Donc la seule possibilité, si je veux vraiment avoir des résultats précis pour cette ouverture, c'est de prendre un maillage vraiment petit. Donc bien sûr, avec la taille du maillage, les petits triangles de maillage vont se réduire. Et donc aussi, la forme, le maillage va mieux épouser la forme du contour. Vous voyez ici. Oui, ça reste toujours ici avec des petits triangles, mais ça épouse déjà mieux la forme. Je l'efface de nouveau. Et maintenant, je vais encore vous montrer la fonction du maillage adaptatif. Donc c'est ici, maillage du domaine. Je sélectionne là. Je vais lui dire 3 mètres. Et ici, je ne dis pas taille de maillage constante, mais je lui dis taille de maillage adaptatif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va essayer, en chaque point de maillage qu'il va faire, il va essayer de générer un maillage de telle sorte qu'il ait de moins de distorsions possible. Donc, vous avez vu tout à l'heure, on avait des distorsions au droit des piliers parce qu'on a utilisé la fonction maillage adaptatif, la fonction adapter le maillage au droit des piliers. Et ici, vous voyez, il a fait un maillage très très petit, très très fin, pour pouvoir avoir des bonnes mailles autour au droit de ce pilier. Exactement la même chose en bas. Là, typiquement, on va pas avoir beaucoup d'éléments distordus. On n'en a que 5, voilà, quelques 5, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait avant. Par contre, là, il y a beaucoup de mailles et pour des grands modèles, ça fait vraiment des calculs très longs. Ça ralentit considérablement le calcul, ça augmente le temps de calcul. Et donc, je dirais pour la plupart des projets, ce n'est pas raisonnable d'utiliser la fonction de maillage adaptatif parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de contrôle de ce qu'il fait. Lui, il essaie vraiment de créer le maillage le plus régulier possible, des mailles les plus régulières possibles. Et c'est pas toujours un avantage en termes de temps de calcul, même si ce l'est en termes de régularité du maillage. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je vous conseille de faire, si vous avez, par exemple, une partie d'un domaine que vous aimeriez bien raffiner, je vous conseille de séparer carrément les domaines et de définir à la main, comme je vous l'ai montré au début, les domaines plus fins, avec un maillage plus fin, les modèles que vous voulez raffiner. Alors, je vais faire ça sur ce modèle-là. Dans géométrie, je vais créer une ligne de géométrie qui va couper mon domaine ici. Et après, sous éléments, ici, je vais subdiviser mon domaine. Voilà. Et j'ai donc maintenant ici coupé mon domaine. Et maintenant, l'idée est de raffiner cette partie-là et cette partie-là.
Donc de nouveau, je retourne sous maillage. Je sélectionne les deux. Je vais lui dire 0,5. Peut-être 1, ça suffit. Voilà, un maillage de 1. Et ici, je vais lui dire de mailler tout le reste avec un maille de 2. Donc en fait, pour ça, je vais tout sélectionner, même les domaines où j'ai déjà défini un maillage. Je valide. Et là, je lui dis donc un maillage de 2, ou même 3. On va dire 2. 2. Et en bas, je lui dis créer maillage uniquement pour les domaines sans maillage. Je valide tout ça. Et donc, il va me laisser les domaines qui étaient déjà maillés. Mais il va ici compléter par définir le maillage que je lui ai dit pour les domaines qui n'ont pas encore été maillés. Alors, je peux maintenant faire mon calcul dans statique. Je lance mon calcul linéaire. Tac, tac, tac. Voilà. La première chose que je vais regarder, c'est avec la combinaison critique maximum, je vais aller regarder mes efforts internes surfaciques MX, les moments de flexion qui donnent de l'armature en X. Je mets en isosurface 3D. Et alors là, je vois ces pointes du moment, ce que je vous disais. Et en zoomant, je vois que ici, il y a les deux poteaux que j'avais définis ici et ici. Et dû au fait que j'ai dit qu'il y a un maillage raffiné en tête de poteau, ici, il m'a coupé la pointe et l'a ajusté à la forme de la section. Donc voici, c'est là ce qui correspond à la section. Ici, partout les pointes sont coupées. Là, c'est pareil. Et ici, sous paramètres d'affichage, à gauche, j'ai la possibilité d'enlever cette option de les couper. Donc ça, c'est si je l'ai mis dans le maillage, je peux choisir après coup de ne pas couper ces pointes de moment. Et donc voilà, vous voyez cette pointe due au calcul élément fini, parce que dans ce cas-là, Axis il calcule l'effort en un point, qui est donc très grand et pas en une section. Comme c'est le cas si je laisse afficher comme ça. On reconnaît bien la forme de la section. Et donc ici, ça va être la valeur de dimensionnement. Par contre, si j'ai choisi de ne pas travailler avec un maillage qui est adapté en tête de pilier, je prends les autres pointes, je prends ces résultats-là avec les pointes et je choisis une valeur ici qui fait du sens pour mon dimensionnement. Je ne vais pas dimensionner avec la valeur ici de limite qui serait trop conservateur. Un autre moyen pour évaluer la qualité du maillage, c'est ce qu'on appelle le résultat d'intensité, la variation d'intensité à l'intérieur d'un maillage. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une valeur ici, c'est un résultat qui est donné uniquement quand on affiche un seul cas de charge. On ne peut pas l'afficher pour une combinaison. Donc je vais ici aller dans point propre. Et je vais ici aller, ici à la rubrique qui s'affiche, variation d'intensité. Et je vais afficher la variation d'intensité de MX. Et en regardant du haut, en fait, je vois mon maillage, je vois distorsion. Et je vois en fait en pourcentage les mailles à travers lesquelles je vois comment l'effort MX varie à l'intérieur de la maille. Donc toutes les mailles là qui sont très rouge-orange, c'est des mailles où mon effort MX il varie fortement à l'intérieur de cette maille. Toutes ces zones, ça serait des zones où on pourrait se poser la question si ça vaut le coup de raffiner le maillage pour avoir moins de variations. Il n'y a pas de valeur limite spécifiée pour garantir des résultats fiables, donc il n'y a pas de directive spécifiée pour évaluer ces résultats, et c'est laissé à l'évaluation qualitative de l'utilisateur de voir s'il accepte ces mailles avec des grandes variations d'intensité ou pas.
La dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est si vous avez vraiment des éléments qui sont très fins, ou des silos, par exemple, ou des rampes, un peu des objets un peu, soit qui sont très fins, ou soit qui ont une géométrie complexe, donc des silos qui sont en rond comme ça, ou des rampes aussi qui sont en rond, qui tournent vers le haut. Dans ce cas-là, si je veux le faire avec des domaines, je vais devoir créer un maillage très fin parce que c'est une géométrie qui est courbe, qui est complexe. Donc je vais devoir avoir un maillage très fin, ce qui va faire un temps de calcul très élevé. Enfin, pas très élevé, plus élevé. Et du coup, ce que je peux faire, en fait, c'est travailler avec des éléments surfaciques. C'est ce qui est, en fait, les éléments surfaciques, c'est ce qu'il y avait à la base des éléments finis. Donc on avait à la base des éléments finis, on générait pas on gérait en tout cas le maillage manuellement, ce que je vais faire maintenant. Et on l'utilise toujours pour ce que je vous disais, des petites géométries, des géométries fines. Donc ici il y a plusieurs possibilités, hein. Je peux diviser en quadrilatère, faire un maillage rectangulaire ou triangulaire. Enfin soit je divise en triangle, soit je divise en quadrilatère. Et après je peux choisir si j'utilise un maillage rectangulaire ou triangulaire. Je vais faire triangulaire. Après, je lui dis combien de quadrilatères je veux sur chaque côté, N1 et N2. Je valide. Et là, je vais tracer les éléments finis. Je n'ai pas besoin de rester dans un plan. Je vais lui dire ici Z 2 mètres. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cette partie qui est un peu distordue, où on va dire je veux aller définir mon matériau et faire le calcul. Maintenant, j'ai défini la géométrie. Maintenant, sous éléments, je vais lui dire ici de définir mes éléments surfaciques. Pour cela, il faut que j'affiche le centre de la surface. C'est très important, sinon ça ne marche pas. Ici, en bas à droite, je lui dis d'afficher le centre de la surface. Et là, je vais lui dire ici, éléments surfaciques. Je sélectionne tout ça. Je valide. Et là, je définis un matériau exactement de la même manière que je ferais pour un élément en béton quelconque. Je valide. Et maintenant, quand j'affiche mon maillage, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le maillage, il est déjà fait, j'ai pas besoin de le faire, parce que par définition, ces éléments surfaciques, on définit manuellement, en fait, le maillage avec ça, avec ces fonctions-là. Et ici, si je me mets en mode rendu, je vois déjà que le maillage, il est fait. Et je peux alors lancer le calcul directement, bien sûr en mettant des appuis et des charges. Et voilà, ça c'est pour les petites spécialités. Spécialités du maillage. Pendant des cas particuliers. Voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Bien sûr, si vous avez des questions, nous restons à votre disposition sous l'adresse email support@ingware.ch et le numéro de téléphone suivant. Et je vous invite déjà maintenant à notre prochain webinaire qui sera sur la combinaison de cas de charges. Je suis désolée, je viens de voir que le titre est faux. Donc c'est pas la génération optimisée du maillage parce qu'on l'a fait aujourd'hui. Ça sera sur la combinaison des cas de charge et comment sont faites les combinaisons dans AXIS VM. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.